This podcast is brought to you by the School of Advanced Study, University of London. Bonjour à tous, je suis très honorée d'être ici avec vous et je vous présente une étude sur François-Antoine Chevrier et qui est un auteur presque inconnu en France même. Donc, qui est François-Antoine Chevrier? Est l'un des écrivains les plus détestés et méprisés de son époque à cause de sa veine satirique et polémique qui l'oblige à vivre longtemps loin de sa patrie. L'intention satirique de Chevrier est en réalité de dénoncer les mœurs des classes sociales les plus riches qui représentent une société à la dérive et un gouvernement corrompu. Force est néanmoins de constater qu'avant sa mort, Chevrier est pleinement conscient de sa mauvaise réputation et qu'il avait donc choisi d'ajouter en clé de lecture à son roman le plus célèbre, c'est-à-dire Le Colporteur. Chevrier y encourage la comtesse, son interlocutrice fictive, à lire sa riche production théâtrale et narrative en essayant de comprendre qu'il n'a fait que peindre la scélératesse et la corruption qui dominent la société contemporaine. À la comtesse, qui l'accusait d'être un écrivain fort méchant, Chevrier répond résolument qu'il a connaissance des reproches qu'on fait et en même temps explique les raisons qui pourraient le délivrer des calomnies répandues par ses nombreux ennemis. Et donc, je cite Chevrier. « Il a 18 ans que j'écris et depuis ce temps, on n'a pas cessé de m'accabler de ses reproches. Pour juger de son injustice, lisez tous mes écrits et mes pièces de théâtre. La tâche est un peu forte, car je crois que tout formerait 30 volumes. Vous y verrez que toutes mes méchancetés ont consisté à dire que Cartouche était un scélérat, la Brémillet une impossonneuse, Ninon Lanclos une fille galante, Rollet un fripon et Pradon un auteur détestable. Voilà, madame, sous d'autres noms, toutes les méchancetés que vous trouverez dans mes productions. Et on continue. Voilà pour les femmes qu'on a eues. Les autres ne sont pas indulgentes, parce qu'en disant quand elle me chante, elle croit qu'elle se refraine des sots, les mettra à couvert de traits qu'un homme de lettres prend quelquefois la liberté de décocher contre les femmes qui affectent les sentiments avec la main en titre, pour les sacrifier, quand il est parti, à quelques freluquets. Telle est, madame, le train de la vie. Et ne croyez les auteurs méchants que quand vous les verrez accablés de noirceur, l'innocence, mépriser la pudeur, flétrir la justice et insulter la vertu. » Fin de citation. Donc, Chevrier reconnaît sa verve satirique, composante éloquente de sa vie et de sa production, qui l'a poussé à jeter son dévolu sur des personnalités à la conduite corrompue, sur des écrivains médiocres et des acteurs modestes, sur des femmes folâtres, car le but de Chevrier était de clouer au pilori l'hypocrisie et les excès religieux, ainsi que les mères de l'époque en faisant appel à la verve satirique. Bien que Chevrier soit mort jeune, son œuvre écrite comprend de nombreux ouvrages libertins, encore peu connus du grand public, possédant certains éléments des autres écrits libertins, qui avaient été négativement considérés parce qu'il osait mettre en discussion la religion et les mœurs de l'époque. Si l'on compare les œuvres libertines de Chevrier au reste de la littérature libertine du XVIIIe siècle, on peut remarquer des éléments semblables comme la centralité du récit de séduction, la naissance d'une passion conçue au mariage, l'existence d'acteurs sociaux comme les petits maîtres et les petites maîtresses engagés dans la quête du plaisir, des conduites plutôt lascives concernant les trois autres de la société française, la critique aux clichés luxurieux, la présence des lieux spécifiques comme les cabinets et les petites maisons, l'importance de Paris comme capitale des liaisons sensuelles. En effet, la production libertine de Chevrier focalise l'attention sur le récit de séduction et des liaisons adultères éphémères ou, de toute façon, nées hors la contrainte conjugale. Ces affaires n'impliquent pourtant aucun sentiment, étant donné qu'elles sont fonctionnelles à la simple quête du plaisir. Les protagonistes de ces intrigues touchent des jeunes et des petits maîtres effrontés, comme Dorival dans Les amusements des dames, Genville dans Recueil de ces dames, Magacou dans l'homonyme Magacou, qui s'évertuait à changer de maîtresse, des jeunes filles à la conduite libertine comme Bibi, et dans l'homonyme Bibi, Miss Ottawaï, Mémoire d'une honnête femme, Bélise et Mademoiselle Brillant, les colporteurs, des femmes prudes comme la comtesse de Norval, les Cardero d'une jolie femme et Madame de Birny, les colporteurs, soucieuses de préserver leur réputation sociale.
Donc, les personnages libertins de Chevrier sont principalement des représentants de l'aristocratie qui ne refusent pas d'avoir des liaisons occasionnelles avec des clercs, des comédiens et des domestiques. À ce propos, le roman Les Colporteurs est l'emblème de la promiscuité sociale de ses affaires. Pourtant, Chevrier déclare dans une de ses premières œuvres libertines de ne pas vouloir s'intéresser à la noblesse de Versailles en affirmant que les affaires sont déjà trop connues du public pour qu'il s'en change. Je cite Chevrier. Ce serait ici le lieu de peindre la cour, mais le portrait est si usé que vous me dispenserez de le renouveler à vos yeux. Fin de la citation. Les intrigues amoureuses décrites par Chevrier se déroulent en effet dans des milieux sociaux assez variés, concernant des nobles luxurieux, dans les romans Les Colporteurs, des danseuses et des actrices dans l'œuvre Recueil de ces dames, des aristocrates belges dans Les amusements des dames de B, c'est-à-dire de Bruxelles, les 3C, et des religieux corrompus, la vie du fameux Père Norbert ex-Capucin. La critique féroce de Chevrier attaque en particulier la figure de libertin, issu de la noblesse. Dans l'œuvre Le ridicule du siècle, Chevrier trace un portrait très significatif du libertin à la conduite ridicule et lascive. L'écrivain se sert de l'italique pour souligner les expressions à la mode. Je cite Chevrier. Un homme du jour parviendra par le secours des mines et des agaceries à subjuguer une femme dont il a envie. Il en devient bientôt le tyran. Un indiscret était autrefois un homme perdu. En voulant déshonorer sa maîtresse, il s'est fait friser lui-même. Maintenant, c'est un agréable qui a l'heureux talent d'établir sa réputation sous les débris de celle des femmes. On les fête, on les reproche, oracle des sociétés, orateur de ces fantômes appelés la bonne compagnie. Les hommes l'admirent et les sexes, les dirigés, les sexes en l'imprudence de lui applaudir, faiblesse plus grande que celle-même décédée. Après les portraits du libertin du vieux temps, Chevrier focalise l'attention sur les libertins au XVIIIe siècle, entièrement esclaves de la mode et des préjugés, dont la vanité est semblable à celle des femmes du grand monde, auxquelles il ajoute d'autres extravagances et des attitudes ridicules qui les rendent encore plus légers et frivoles, désireux d'être aimés, à la fois attentifs aux préjugés du public. Je cite Chevrier. Le petit maître du siècle est un homme qui joue une figure avantageuse, un goût varié pour les ajustements. Amateur de la parure, il doit marier agréablement l'agrément avec la magnificence. Esclave de la mode et des préjugés du jour, il n'a point à servir à ces mots usés, follement consacrés parmi nous sous le nom des raisons et des vertus. Copie exacte la fin du grand monde, s'il diffère d'elle, ce n'est que par un supplément d'extravagance et de ridicule. Jaloux de plaire sans être amoureux, il cherche moins à être heureux que la gloire de les paraître. Constant dans ses écarts, léger dans ses goûts, ridicule par raison, frivole par usage, indolent à flatter, ardent à tout anéantir, ennemi du public qu'il voudrait cependant captiver, rien, à ses yeux n'est supportable que lui-même. Encore craint-il quelquefois de se voir sensé, dans l'appréhension de se trouver moins aimable. La satire de Chevrier se focalise aussi sur les petites maîtresses qui ont été considérées indolentes et inconstantes, prêtes à se donner un homme agréable. Après s'être entretenues avec leurs amants, ces femmes lascives n'hésitent pas à quitter les amants en témoignant des comportements semblables à ceux des libertins masculins. Je cite Chevrier. Une femme de bonne compagnie est une de ces petites maîtresses dont les propos sont marqués par des impertinences, les actions par des écarts, les jours par des inconstances et les nuits par des perfidies, prompte à parler, indolente à réfléchir. Elle voit un homme aimable, autre terme du bon ton qui ne signifie plus rien. Elle pense à le connaître, se livre à lui sans l'aimer. Elle le quitte pour le rendre indiscret. Les hommes plus frivoles que cette espèce de femmes ne pensent être bonne compagnie que lorsqu'ils se croient excessivement ridicules. En outre, les écrits libertins de Chevrier manifestent une critique de l'éducation au couvent réservée aux filles et une satire des mères corrompues du clergé, topoï fort répandu à l'époque.
Chevrier témoigne sa pensée à travers les mots de Julie, protagoniste des mémoires d'une honnête femme écrits par elle-même, qui reconnaît les défauts de ce type d'éducation, rendant les filles incapables de vivre en société et subjuguées par les caprices et les adulations des religieuses. Je cite Chevrier. Je vous épargnerai les nuits du détail des premières années de mon éducation. Vous saurez seulement que demain de Madame de Vermont, mon aïe, j'ai passé dans un cloître où je fus élevée avec cette fausse austérité qui captive la jeunesse et ne l'instruit point. Jouet perpétuel des caprices religieuses, je me voyais tout à tour l'objet de la triste complaisance ou de l'effet de plaisanterie. Haï sans humeur, estimé sans plaisir, le convent me nouillait. J'en cherchais la raison. Et un mouvement secret que je ne pouvais démêler me disait confusément que le cloître n'était pas fait pour moi. En effet, Chevrier remet ainsi en question le rôle de la famille traditionnelle, en soulignant les abus de ses membres, parents ou frères, sur les filles innocentes, comme la protagoniste Julie et sa confidente Sophie, destinées à sacrifier leur bonheur à cause des intérêts familiaux. La réaction peut être violente. Confinée au couvent, Julie avait manifesté sa douleur en apprenant que ses parents avaient organisé son mariage en l'obligeant à renoncer à son amoureux, les chevaliers de Nalbourg. Je cite Chevrier. Je savais bien que l'intérêt réglait la plupart des mariages, mais je ne figurais qu'il n'y avait que les filles des princes qui dussent sacrifier leur goût à la politique, et je ne pouvais croire qu'un simple gentilhomme ou des raisons d'État qui l'obligent à devenir le tyran d'une jeune personne dont il devait être l'appui. Devoir austère, c'est alors qu'accablé sous ton joug, je sais t'accuser de cruauté et d'injustice. Quoi donc, me disais-je, esclaves du caprice de nos parents, ne pouvons-nous, sans crime, nous livrer à un péchant fondé sur la raison et la vertu? Remarque inutile, la raison est muette quand le devoir parle. Tout lui cède jusqu'à la vertu même. Le but de Chevrier est certainement de critiquer la société de l'époque à travers les aventures de ses protagonistes. En faisant parler ces personnages, Chevrier se moque à la fois de la formation religieuse réservée aux jeunes filles que de l'éducation donnée par des mères inattentives qui seraient ainsi la cause principale du libertinage de leurs filles. Dans le recueil de ces dames, Chevrier affirmait que les 3/4 des filles succombant au libertinage avaient eu des mères trop complaisantes ou peu attentives à l'éducation de leurs filles. Chevrier a aussi conduit une satire fort piquante sur les religieux, surtout dans les œuvres La vie du fameux Père Norbert ex-Capucin et Les Colpotaires. Dans Les Colpotaires, la corruption et l'hypocrisie du clergé se manifestent dans les personnages de Père Berthier, amant d'une dame qui était catholique le matin et lascive le soir. Je cite Chevrier. Il, c'est-à-dire le Père Berthier, sort le matin en soutane et il ne veut point qu'on lui reproche de dire la messe dont il a besoin, parce qu'il travaille pour le théâtre, dont il a un plus grand besoin encore. Il craint d'ailleurs qu'on déduise de lui ce que le grand Rousseau disait de l'abbé Pèlerin, qui était dans le même cas. Les matins catholiques et les soirs idolâtres. Il dîne de l'hôtel et soupe du théâtre. En outre, la satire de Chevrier s'en prend aux actrices de l'opéra, provenant des milieux les plus pauvres. Même si elles ne possèdent des liens familiaux ou des talents, ces actrices ont eu du succès en comptant sur leur beauté, qui leur a garanti la protection des hommes riches et puissants. Je cite Chevrier. Une fille sans parents, sans amis, sans talent, il n'a d'asile que celui de l'opéra. Il suffit qu'elle soit belle pour être présentée aux yeux avides du public. Elle arrive sur le théâtre pour garder la scène. Elle y reste des heures sans rien dire et sort comblée d'éloges. Croit-on qu'en France, une femme peut réussir sans parler? Et oui, la beauté n'est faite que pour opérer des miracles. Cette actrice muette fixe le regard d'un jeune étranger ou d'un vieux financier. On lui dit qu'elle le plaît. Elle le croit. On lui propose de se donner un bail pour quelques mois. Elle y consent. On discute, on marchande. Les prix une fois réglés, elle s'annonce comme une demoiselle entretenue. Elle ne sort que dans l'équipage des messieurs. Et voilà la célébrité décidée pour l'amant et pour elle.
Chevrier cite d'autres actrices célèbres. Par exemple, Mademoiselle Gossin est l'une des actrices françaises les plus célèbres de son époque, qui joue aussi le rôle de Zahir dans l'homonyme tragédie de Voltaire. Et Chevrier dit à propos d'elle, celui de Gossin suivait. Sa figure marquait une vieille dont la voix rauque étonnait. Quelques lignes auparavant, on parle de Mademoiselle Clairon, la rivale la plus connue de Mademoiselle Gossin, caractérisée par ses passions et son rôle d'ancêtre de Racine. Je cite Chevrier. Mademoiselle Clairon, si célèbre par son jeu et par la lubricité de ses passions, y était peinte en Phèdre. Elle semblait prononcer sévère de Racine, qui convient si bien à l'emportement de ses désirs, toujours satisfaits et toujours renaissants. Chevrier fournit parfois des descriptions culturelles détaillées, comme celles qui concernent l'éducation maternelle et la carrière théâtrale de la célèbre actrice Defresne, devenue marquise. Je cite Chevrier. La Defresne était à peine âgée de 14 ans que sa mère, alors blanchisseuse, rue Montmartre, conçut que sa fille pourrait l'attirer de cet état. Un visage régulier, elle noble, de belles dents, une bouche vermille, de grands yeux bleus, fait pour émouvoir Platon même, une taille noble, une gorge arrondie par l'amour et les plus beaux bras du monde. Telle était la jeune Defresne en 1735 et est aujourd'hui à la gorge près de la marquise de Fleury. La Defresne, abandonnée elle-même et au plaisir qu'elle préférait à son intérêt propre, négligea jusqu'à 19 ans de se faire en état. Enfin, il faut considérer l'importance de la capitale de la France, qui n'est pas seulement le décor des aventures libertines touchant plusieurs personnages, mais aussi le lieu de formation des jeunes libertins. Des mémoires d'une autre femme, Julie, craint de vivre à Paris en la réputant une ville pleine de tentations. De toute façon, son opinion est valable parce que c'est justement à Paris que Julie est exposée aux intrigues amoureuses et que son mari loue une petite maison destinée à ses rendez-vous adultères. Dans le recueil de ces dames, Paris est décrit comme un lieu de perdition où la jeune ville s'est consacrée en vie du Selou. Dans les amusements des dames d'Ébé, Chevrier montre la dissolution de la capitale peuplée par des femmes avides de pouvoir, comme les actrices et les danseuses de l'opéra, et par des hommes ridicules. En conclusion, bien que Chevrier soit mort jeune, l'écrivain laisse une production vaste qui comprend de nombreuses œuvres libertines, encore aujourd'hui peu connues du grand public et consultables surtout dans les éditions du XVIIe siècle, possédant certains éléments des autres écrits libertins qui ont été négativement considérés parce qu'il osait mettre en discussion la religion et les mœurs de l'époque qui représentent des composantes fondamentales à la stabilité de l'Ancien Régime. Si l'on compare les œuvres libertines de Chevrier au reste de la littérature libertine du XVIIIe siècle, on peut retracer des éléments communs, c'est-à-dire la centralité du récit des séductions, la naissance d'une passion conçue au mariage, l'existence d'acteurs sociaux comme petits maîtres et petites maîtresses engagés dans la poursuite du libertinage. Des conduites plutôt lascives concernant les trois ordres de la société française, la critique au clergé luxurieux, la présence de lieux spécifiques comme les cabinets et les petites maisons destinées aux rendez-vous amoureux, l'importance de la capitale Paris comme patrie des affaires amoureuses. Si l'on considère l'évolution littéraire de Chevrier, il est nécessaire d'observer que ses premières œuvres libertines ont ressenti des influences littéraires typiques du XVIIIe siècle, comme la présence des faits, les éléments magiques et la richesse des scénarios orientaux, et des modèles libertins, Crébillon et Duclos en particulier. La production libertine de la jeunesse contient de nombreux hommages à Crébillon, que Chevrier considère auteur ingénieux. Les écrits libertins successifs témoignent plus de profondeur parce qu'ils gagnent en autonomie par rapport au modèle libertin et élargissent les points de vue à la critique sociale. J'ai terminé.
sort cette idée de Paris comme le centre de la séduction et comme, comme le cœur de tout ce folâtre en fait. Et donc j'ai noté la comparaison avec Rousseau et cette idée de la campagne comme idéal. Est-il quelque chose qui est, enfin, je pense que c'est avant Rousseau en fait, donc c'est présent ici que si le centre-ville est le centre de la séduction et du folâtre et des choses frivoles, que l'équivalent, en fait, c'est l'opposé à la campagne ou on ne discute pas ça. Et oui, vous avez raison parce que je ne l'expliquais dans ces cas-là, mais en effet, dans un roman que je citais, c'est-à-dire Mémoire d'une honnête femme, il y a cette différence entre la capitale Paris, où en effet, comme j'ai dit, Julie comprend que son mari a plusieurs lésions adultères, et la campagne où elle mène une vie tranquille. En effet, elle craint d'arriver à Paris parce qu'elle sait ce que signifie la vie du Soulou qu'on domine la capitale. Et oui, mais j'ai cité Rousseau surtout en faisant référence à la critique au clergé de l'époque, surtout. Oui, c'est normal parce que la plupart des romans libertins écrits par Chevrier ainsi que par d'autres auteurs libertins de l'époque comme Crabillon Duclos ont lieu à Paris, qui représente le lieu de dissolution par excellence. De rien. Moi j'ai une petite question, c'est pour savoir si, comme il y a eu deux sens du mot libertin, du mot libertinage, et on parle souvent de cette évolution du critique au nom de la liberté des mœurs en égalité de l'Église et de la tradition catholique, donc le libertinage qui serait philosophique et lié à la libre pensée, et puis l'évolution vers un libertinage qui est plutôt sexuel. Oui, liberté. Est-ce que les deux sens s'appliquent dans le cas de Chevrier? Il y a peut-être une petite liaison parce que Chevrier parle des liaisons libertines pour prendre les distances. Donc, il voudrait une restauration des mœurs parce qu'il montre la corruption, l'accélératesse libertine pour mettre en discussion les mœurs et la société de l'époque en faisant appel à un type de société idéale qui n'existe pas à la France de l'époque, en effet. Merci à vous.